J'ai le plaisir sur cette table ronde d'accueillir Clémentine Gallet. Bonjour. Bonjour, bonjour Vous êtes à la tous. présidente de Coriolis Composite, et Benjamin Saada, le CEO d'Explicit. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par un simple petit mot de présentation. J'aimerais que vous nous présentiez d'abord votre parcours et ensuite une petite photographie de vos entreprises respectives. On commence avec vous, Madame Gallet. Oui, donc je suis Clémentine Gallet. J'ai fondé Coriolis Composite il y a 13 ans maintenant. Je suis diplômée d'une école d'ingénieur en Allemagne en génie mécanique. Et le projet de la société Coriolis de développement d'une technologie innovante a démarré dès notre fin de cursus d'ingénieur, puisque c'était en 1996 qu'on a décidé de lancer le développement d'une technologie de fabrication de pièces en composite. Donc de ce projet, on a subi un peu toutes les affres de la création d'une start-up dans l'industrie, à commencer par la levée de fonds. Donc on est un pur produit du ministère de la Recherche, heureusement, puisqu'on a été les premiers lauréats en 1999 du concours, qui a été lancé par le ministère de la Recherche, qui nous a permis de démarrer quelques études expérimentales, mais rapidement s'est posé la question des fonds propres. Donc parcours, voilà, une demi-douzaine d'années pour développer la technologie et la porter à un stade qui fait qu'elle est aujourd'hui utilisée dans les usines aéronautiques. Vous êtes parti de Lyon, je crois. Voilà, Puis vous avez déménagé. On est lyonnais d'origine, on est des petits-enfants de tisseurs et nos robots ne font rien d'autre que faire du tissage robotisé avec de la fibre de carbone plutôt qu'avec du textile. Donc tout a démarré à Lyon et on a, notamment dans le cadre de la première levée de fonds qu'on a effectuée, on a été confronté à peu d'engouement des investisseurs en capital risque pour mettre des sous au capital de notre entreprise, ce qui nous a poussé à déménager, puisque après avoir rencontré tous les investisseurs français, je me suis aperçue qu'on était trop jeunes, qu'on n'était pas assez expérimentés. En plus, on n'avait pas d'argent. Alors, ce qui était un peu, c'est le chat qui se mord la queue, puisque si on est jeune, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé et qu'on n'a pas d'argent. Donc, après 2 ans de rencontres avec tous les investisseurs, on a décidé de déménager de Lyon pour trouver un endroit où des gens verraient l'installation de notre entreprise comme une opportunité de développement économique. On a atterri à Lorient. Et Lorient, en 2002, c'était Jean-Yves Le Drian qui était député maire et qui a décidé de croire en notre aventure et via son fonds de développement local, d'investir les premiers milliers d'euros qui nous ont permis de démarrer. Donc Jean-Yves Le Drian nous connaît depuis qu'on est tout petit et il ne s'est pas trompé sur son investissement. Benjamin Saada, même question. Votre parcours professionnel et puis Explicit, bien sûr. Alors moi je suis un ingénieur français, diplômé de l'école des mines. J'ai eu la chance de commencer dans l'automobile, l'industrie automobile et de travailler tout de suite en Asie, en Thaïlande, en Chine, puis après dans l'industrie aussi manufacturière, dans les turbines en Angleterre. Et après ces quelques années d'expérience, j'ai fondé Explicit avec 2 amis qui étaient aussi ingénieurs. Français et l'un d'eux était plus qu'ingénieur, était aussi chercheur, voilà, et donc on a créé cette société il y a maintenant 4 ans et avec pour but, pour mission et objectif de fabriquer les sièges d'avion les plus légers du monde. Voilà comment on a démarré. On est d'origine marseillaise mais on est installé à Paris. Et après, on travaille avec des usines un peu partout en France et principalement dans la région de Toulouse et Midi-Pyrénées. Alors, sans encore parler du système de production que vous avez choisi, est-ce que vous pouvez nous présenter ces fameux sièges en détail ? Oui, bien sûr. Le siège s'appelle le Titanium Seat. Pourquoi ? Parce que c'est le premier siège d'avion pour l'aviation commerciale en fait, qui est fabriqué à partir de titane. Alors, il n'y a pas seulement du titane, on a aussi mis des composites, et notamment de la fibre de carbone, simplement parce que quand on a étudié notre marché et qu'on a souhaité faire le siège d'avion le plus léger du monde, eh ben, la première chose, c'est de commencer par prendre les matériaux qui sont les plus performants au monde disponibles aujourd'hui. Et donc, on a mis du titane et du composite. On reviendra, j'imagine, dans la suite du débat sur comment faire. Mais ce siège, il est plus léger. Donc, sur un avion, par exemple, un Airbus A320, on va gagner 1 tonne, parfois 2 tonnes de masse. Donc, un avion, quand il est plus léger, il consomme moins de carburant.
il pollue moins. Mais c'est pas seulement le fuel, c'est également toutes les opérations de l'avion en fait qui vont être simplifiées parce que l'avion est capable finalement d'avoir un range opérationnel, c'est-à-dire une distance parcourue un peu plus grande. Donc en cas de mauvaises conditions météorologiques, par exemple, l'avion aura moins de problèmes et pourra faire des routes sans difficulté, sans retard et sans pénalité. Et c'est encore plus que ça, sur certains types d'avions, comme les avions court courrier, les avions ATR, l'avion va pouvoir transporter plus de passagers, parce que souvent ces avions ont des restrictions au décollage. Donc un avion qui fait 70 places, il va pouvoir décoller avec seulement 50 passagers. Avec nos sièges, ce même avion peut décoller avec 55 passagers. Donc ça fait baisser les émissions de CO2, etc. Et puis, bon, on a fait un siège pour les compagnies aériennes parce que c'est nos premiers clients. Mais évidemment, nous, on est des passagers au départ, et surtout de la classe économique. Donc on a essayé d'intégrer le plus possible les contraintes des passagers, ou du moins les envies des passagers quand ils prennent l'avion, parce que l'avion, c'est pas n'importe quel mode de transport. C'est pas le train, c'est pas le bus, c'est quand même un mode de transport de haute technologie. Et donc on voulait offrir cette technologie aux passagers. Alors on a fait un siège très fin pour avoir plus d'espace. On a créé une technologie dans le siège qui permet d'amortir les chocs du passager de derrière. Donc quand on s'assoit, normalement on est tranquille, on ne sent plus les perturbations du reste de la cabine. Et puis après, on démarre et on a déjà intégré un petit slot pour poser son iPad, pour pouvoir regarder ses films ou se divertir pendant un vol. Et donc voilà tout ce qu'apporte le siège. Et tous ces gains-là, ce n'est pas dû à du design ou simplement une conception différente. Ça en fait partie, mais c'est surtout dû à une très forte innovation et aux 12 brevets qu'on a déposés et qu'on a créés, qui permettent de mettre ces nouveaux matériaux dans un siège d'avion. Vous avez fait le choix d'être fabless finalement, autrement dit sans usine. Vous travaillez donc en direct avec des partenaires industriels. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette stratégie ? Et comment fonctionnez-vous concrètement avec ces partenaires ? Alors, on a fait le choix effectivement de ne pas posséder nos usines. C'est un choix qui est très important pour notre société, qui structure toute notre stratégie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a créé notre société en France et qu'on est une société française. On hérite de fait d'un patrimoine industriel et technologique très important parce que la France, c'est vraiment une terre d'aéronautique. C'est aussi un territoire d'automobile depuis des générations. Donc, on dispose déjà en France de tous les outils de production possibles et inimaginables. Ils sont souvent très bien exploités par des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc ça nous semblait absolument pas pertinent de venir recréer cet environnement. On s'est dit qu'il nous semblait plutôt pertinent de travailler avec ces gens-là qui font des pièces depuis des dizaines d'années, quasiment 50 ans, parfois 60 ans, de travailler avec ces gens-là pour collaborer, pour développer les meilleurs processus industriels. Mais il n'était pas question pour nous d'arriver avec un petit cahier chez un fournisseur en disant « voilà, je veux une pièce résistante, fais-moi cette pièce ». Non. On a intégré chez nous la conception des processus industriels. C'est-à-dire qu'on a fait de la R&D sur comment fabriquer les pièces ou les entités dont on avait besoin. Et on est allé chez les partenaires, c'est même pas des fournisseurs, pour nous c'est des partenaires, en leur disant voilà ce qu'on a développé, voilà les cycles ou voilà les processus qui nous semblent pertinents pour fabriquer ces pièces. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes capable de les intégrer et comment vous allez les améliorer ? Et en faisant ça, c'est fantastique parce que d'un côté on a l'innovation et quelque part les idées qui viennent de gens qui partent de la feuille blanche et qui sortent des écoles avec les idées, les concepts scientifiques très poussés. Et d'un autre côté, on a toute l'expérience, le savoir-faire et la maîtrise. Ça permet de créer un très beau produit, un produit avec une avance que même nos concurrents, qui sont des très grandes sociétés avec des gros moyens, n'ont pas aujourd'hui, ne se sont pas du tout approchés de telles performances sur les sièges. Et le deuxième intérêt principal à travailler avec des fournisseurs extérieurs, c'est la flexibilité. Aujourd'hui,
encore plus aujourd'hui, et ça le sera encore plus demain, dans l'aéronautique, c'est un marché mondial. C'est plus la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Non, il y a l'Asie, il y a la Chine, il y a des territoires partout dans le monde où des gens cherchent à entrer dans ce marché. Il est donc absolument nécessaire, au moins en termes de services et d'offres pour nos clients, d'être flexible. C'est-à-dire de dire à un client, oui, je peux te livrer 50 avions dans 6 mois. Ou alors dire à un client, oui, je peux te livrer 3 avions dans 3 semaines. Cette flexibilité-là, ça demande des moyens énormes et ça demande aussi d'être capable de lisser la charge sur différents projets et produits. En travaillant avec des fournisseurs extérieurs qui ne font pas que du siège ou que de l'aéronautique ou que des pièces pour explicite, on peut bénéficier de cette flexibilité qui me semble aujourd'hui très importante dans le marché concurrentiel mondial, mondialisé de l'aéronautique. Ces partenaires, comment les sélectionnez-vous ? C'est en général le fruit d'une longue histoire. Parce que sur nos produits et nos processus, on est quand même dans de la très haute technologie, voire on est sur des procédés qui sont utilisés pour la première fois dans de la série et dans des pièces qui sont des pièces de sécurité. Les sièges, c'est quand même certifié de manière assez lourde. Donc c'est une longue histoire. On les sélectionne d'abord sur leurs compétences, leur volonté d'intégrer sur ce projet, et puis simplement après la sélection se fait naturellement. Il y a ceux qui abandonnent et ceux qui viennent apporter de la valeur continuellement, mois après mois, à notre projet. Et finalement, au bout d'un an ou deux, on a pu avoir la première production de Titanium Site. Et depuis, on livre 100% de nos clients à l'heure. Et ça, c'est quand même le symbole, le signe finalement d'une chaîne industrielle qui va bien et qui fonctionne. Être faiblesse, est-ce que c'est rentable, plus précisément rentable sur la durée ? On comprend bien qu'effectivement, au début, il faut se payer les outils de production. Pour une start-up, c'est extrêmement compliqué. Néanmoins, on peut espérer que vous allez arriver sur une phase de stabilisation dans quelques années. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pourriez devenir fabricant ? C'est une question très amusante. Je ne crois absolument pas à la rentabilité qui passe par les coûts. C'est très important de maîtriser ses coûts. C'est bien sûr très important de s'améliorer au niveau des coûts chaque année. Mais je crois que la rentabilité, ça passe par la valeur ajoutée qu'on apporte à ses clients et donc la possibilité finalement de partager cette valeur avec son marché. Et dans ce cas, et pour se maintenir sur le long terme, je vais prendre exemple de toutes les sociétés innovantes qui fonctionnent bien aujourd'hui, qu'elles fassent des téléphones portables, des voitures, j'en sais rien. Il faut bien sûr continuer d'innover et d'apporter des nouveaux vecteurs de valeur ajoutée ou simplement d'ouvrir son marché sur des nouveaux domaines. Et c'est ce que on est très jeune, ça fait 4 ans qu'on existe. Et pourtant, cette année, par exemple, on se lance sur un nouveau marché, le marché du court courrier, avec des nouveaux avions de type ATR. Et voilà comment, je pense, on construit au contraire une rentabilité qui est pérenne et sereine. Faire baisser systématiquement les coûts chez les fournisseurs chaque mois, chaque année, les sociétés qui ont fait ça et les grands groupes industriels qui ont fait ça, je crois, s'en sont souvent mordus les doigts. Clémentine Gallet, je me tourne vers vous. Un mot peut-être d'abord sur la croissance des composites, de plus en plus utilisés dans des secteurs d'activité de plus en plus nombreux. Qui sont justement ces secteurs les plus clients ? Pour qui travaillez-vous finalement ? Et où est-ce que vous pouvez encore vous développer ? Alors, les matériaux composites, on va peut-être expliquer ce que c'est, comme ça permettra d'étayer un peu le sujet de la technologie qu'on a développée. Donc, les matériaux composites, c'est de la fibre de carbone, de verre, d'un côté, et de la résine de l'autre, qui sont généralement mis en œuvre de façon manuelle, en faisant une sorte de tapisserie. Donc, on dépose des tissus dans des moules, on enduit de résine, on met tout ça au four, et quand c'est cuit, tout a durci. Et vous pouvez démouler. D'un côté, vous avez une coque de voilier, de l'autre, des pales d'éoliennes et des pièces d'avion. Donc, nous, tout l'enjeu de la technologie qu'on a développée, c'était de justement robotiser ces opérations de dépose de fibres et de partir de la matière première qui est la bobine pour permettre aux robots de déposer directement dans les moules. C'est un peu l'usine du futur, mais c'était le point sur lequel on a mis l'accent en démarrant, c'était les conditions de travail dans lesquelles travaillent les opérateurs
des matériaux composites, puisque au contact de ces matériaux, c'est particulièrement désagréable. Et je suis moi-même, quand j'étais étudiante en école d'ingénieur, j'ai fait mes stages dans les composites. On est un peu tombé dedans quand on était petit, et ça gratte beaucoup, longtemps. Donc voilà, on a pensé à robotiser ces opérations, d'abord pour les conditions de travail, et ensuite pour la reproductibilité, la qualité du produit fini, puisque on voyait bien que même dans des usines comme Beneteau, un bateau qui sort le lundi n'a pas le même poids que le vendredi, et que ça engendrait des problèmes de qualité et de reproductibilité. Donc, parti de ce constat, nous, on est parti clairement de notre passion pour la voile. Hein. On ne pensait pas du tout atterrir dans l'aéronautique dès que la technologie a été mature. L'idée des matériaux composites, encore une fois, c'est d'alléger les structures. Donc, c'est d'apporter de la légèreté à rigidité équivalente. On arrive à mettre beaucoup moins de poids. Donc nous, quand on a démarré, les avions étaient partiellement en composite. Les ATR avaient leurs ailes en composite depuis les années 70. Le Rafale a sa voilure en composite. C'était encore assez marginal. L'avion commercial contenait assez peu de composite. Et puis en fait, quand la technologie a commencé à fonctionner, donc dans les années 2005, on a vu arriver le programme Boeing 787, le Dreamliner. Et là, d'un coup, fuselage, aile, la totale, tout en carbone. Et c'est exactement au même moment qu'on cherchait notre premier client. Donc là, on a compris tout l'enjeu des composites, puisqu'on était focalisé sur les bateaux. Et tout d'un coup, on a vu l'aéro, on s'est dit, c'est peut-être... En plus, il s'est trouvé que nos clients potentiels dans le nautisme se montraient pas du tout intéressés par la robotisation. Donc on a pivoté, on est parti un bille en tête sur l'aéro. Et notre premier client a été l'usine d'Airbus de Nantes, pour le centre de recherche du Technocampus. Donc, on est rentré dans ce secteur et là, on a senti vraiment le potentiel des composites pour ce qui est d'alléger des structures, d'optimiser les structures et de faire la plus belle optimisation qui soit en termes de légèreté. Et depuis, ça fait donc première livraison en 2007. Donc on a vendu une 40aine de machines sur ce secteur. Et ça fait 3 ans qu'on est sollicité via notre filiale en Allemagne, via nos experts composites en France, par l'automobile. Donc vous savez que BMW a lancé 2 véhicules complètement en carbone. Donc on a l'impression de revoir le projet Boeing sous la bannière BMW. Ces 2 voitures ont lancé clairement la tendance. Hein. D'un point de vue marketing, ça fait comme le Dreamliner, c'est un carton. Ils en ont vendu 3 fois plus que ce qu'ils avaient prévu. Donc le carbone, ça fait vendre. Et au-delà de ça, ça permet aussi de gagner du poids sur les véhicules et de s'affranchir des taxes qui vont être payées à partir de 2020 sur les émissions de CO2. Donc, dans la suite de BMW, il y a eu, nous, on est en contact essentiellement avec Audi et puis avec tous les sous-traitants de rang 1 en France. Et on sent bien que d'ici 2018-2020, on sera totalement intégré dans la filière automobile également. Un des objectifs, c'était un petit peu moins de présence humaine ou d'implication humaine, en tout cas dans le process de fabrication, plus de robotique. Oui. Donc on n'est pas faiblesse, mais c'est vrai qu'on est quand même méchamment porté sur être assez peu intégré. On a mis en place un réseau de sous-traitance, une supply chain assez solide. Donc nos machines, en gros, c'est des robots polyarticulés, robots KUKA ou ABB, sur lesquels on a développé une tête. Là, pareil, on a une 15aine de brevets sur tous les composants mécaniques. Il y a 6000 pièces mécaniques à peu près qui équipent le robot pour lui permettre de déposer la fibre. Et on a pris le pari de ne pas avoir de pièces à fabriquer en interne, que les montages se font, la sous-traitance se fait le plus à l'extérieur. Et sur les 120 salariés que j'ai aujourd'hui, en total, on doit être une vingtaine d'équipes de montage et d'intégration de nos robots. Donc l'option a été prise clairement de travailler surtout sur l'équipe bureau d'études, ingénierie, intégration de nos systèmes et d'intervenir le plus en aval possible chez le client pour faire les dernières étapes d'intégration. Alors ma question s'adresse à tous les deux. Comment imaginez-vous cette fameuse usine du futur? À quoi est-ce qu'elle va ressembler? Quelles technos vont être employées? Benjamin Sada, peut-être pour commencer. Ouais. Non, c'est que ça me fait toujours un peu sourire parce qu'on a l'impression que l'usine du futur, c'est le futur. Moi, c'est le présent, mais alors, je suis complètement dedans. Les machines que je livre à Safran, c'est l'usine du futur de comment fabriquer le moteur Neo de façon la plus compétitive possible.
Aujourd'hui, on a ramené des productions qui étaient parties dans les pays à bas coût pour intégrer nos robots et permettre à la production d'être plus optimisée, le produit plus compétitif. Donc l'usine du futur, certes, c'est le futur, mais c'est d'abord le présent. Et il y a des progrès à faire, mais on est déjà... les technologies sont là, il faut les mettre en place dans les usines, il faut que déjà tout ce qui a été fait jusqu'à présent soit intégré dans l'industrie pour envisager peut-être plus de connexions entre les objets, plus tout ça. Mais la base, elle est quand même l'outil de production et l'utilisation de technologies avancées qui sont aujourd'hui sur le marché. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est toujours il y a déjà des groupes aujourd'hui qui fabriquent ce qu'on peut appeler le futur pour d'autres sociétés et tout ça se répartit. Je pense qu'il y a quand même une tendance qui me semble un peu parallèle à vraiment l'industrialisation ou le choix des machines. C'est l'intégration de plus en plus intelligente des procédés ou des savoir-faire d'une usine dans les produits qu'elle met à disposition d'un autre, soit d'un client, soit d'une société qui va les utiliser comme des sous-produits d'un autre procédé. Et c'est un peu exactement ce que tu fais, je crois, avec les composites, c'est-à-dire que on vient faire on vient faire une machine qui va parfaitement s'adapter et développer les compétences d'un groupe industriel pour fabriquer un produit. Et je pense que en ce sens, moi je le vois, de plus en plus de fournisseurs viennent en disant je ne veux pas, je peux te proposer cette solution, je peux te proposer ce sous-ensemble. Et je pense que ils vont le faire de mieux en mieux et avec de plus en plus de valeur ajoutée, voire à la fin, ils vont intégrer de plus en plus le produit final. Et je pense que déjà, dans l'usine du futur, il y aura plus que de la production et de la gestion très moderne, système d'information, etc. On peut penser à Amazon, les entrepôts. Bon, au-delà de tout ça, il y aura surtout la conception, et une conception de plus en plus de qualité. Et ça, on le voit, le niveau de recrutement, ne serait-ce que des personnes qui vont travailler dans les bureaux d'études aujourd'hui, des fournisseurs qui font des pièces qui parfois sont sur des procédés assez basiques, monte énormément. Et surtout dans les PME qui font tout de suite ce choix-là. Et donc déjà, je pense que l'usine du futur verra son technocentre ou son centre de R&D déjà en plein milieu de l'atelier et elle sera capable de promouvoir ses produits. Et en plus, c'est dans l'air du temps parce qu'avec la communication et la mondialisation qui devient de plus en plus simple, très basiquement, aujourd'hui, tout le monde a accès à des places pour pouvoir vendre ses idées. Ses idées, ça c'est déjà surprenant, et puis même ses produits un peu partout dans le monde avec des coûts qui sont quand même très faibles. Donc je pense que l'usine du futur va être un super mélange, en fait, avec ce qu'on appelait il y a 30 ans l'école blanc, l'école bleue, hein, c'est-à-dire les ingénieurs, les opérateurs, les gens des procédés, les gens des méthodes, et avec des produits qui vont être, je pense, vraiment surprenants. Et j'aimerais bien d'ailleurs que ça se passe comme ça. Clémentine Gallet, sur cette articulation aussi entre les concepteurs et les fabricants, meilleure articulation, ça vous semble plus que fondamental ? Nous, c'est été la clé de notre succès. On a été parmi les premières PME à travailler dans les projets collaboratifs, donc qui ont été mis en place entre 2005 et 2008. Donc à travailler en collaboration, PME, grands groupes, universités et laboratoires. Tout ça, ça nous a permis de faire quoi ? De faire exactement ce que tu dis, Benjamin, c'est-à-dire qu'on met le bureau d'études de Safran, de Airbus, au contact de mes équipes qui sont des concepteurs mécaniques, robotiques, qui ont l'expertise manufacturing, on va dire. Et tout ce petit monde travaille ensemble pour essayer d'optimiser finalement le produit d'une part, mais faire toutes les itérations avec la production pour savoir si le produit est fabricable et est-ce que technico-économiquement on va s'en sortir et à quel niveau de performance. Donc typiquement, encore une fois, c'est un peu notre success story, mais notre histoire avec Safran a débuté à un TRL. Ils sont venus chez nous, on était 5 dans un petit laboratoire à côté de Lorient, et ils nous ont fait confiance, ils nous ont fait travailler sur les nacelles de moteurs, qui sont des pièces en carbone qui entourent le moteur d'un partie froide. Et on a passé 3 ans dans un projet collaboratif, donc il faut d'abord se mettre d'accord, il faut se mettre en confiance, il faut que chacun s'entende et puis parle la même langue. Donc les bureaux d'études de Safran se mettent au niveau de mes bureaux d'études à moi.
Et puis au bout de 3 ans, on arrive à un TRL qui est suffisamment satisfaisant pour dire allez, on en reprend pour 3 ans et on passe au seuil industriel qui permettra d'imaginer que notre technologie sera bien dans les usines. Et tout ce travail a été fait en plateau. C'était pas Coriolis à Lorient et Hercel au Havre, c'était tout le monde soit à Lorient, tout le monde soit au Havre, où mes équipes allaient voir la façon dont étaient fabriquées les nacelles précédemment et on arrivait à un TRL 9, mise en confiance totale du client et de Coriolis aussi, parce que livrer des machines à safran, pour nous, c'était quand même un peu la target un peu haute. Et on s'est mis en confiance. On s'est dit, la techno est capable, la techno est validée, on y va. Et aujourd'hui, c'est une demi-douzaine de machines. Donc cette ouverture et cette espèce de collaboration, coworking, on peut l'appeler co-innovation, on peut l'appeler comme on veut, c'est vraiment le gage de la performance des usines de demain, puisqu'aujourd'hui, on a vraiment évolué depuis quelques années, depuis une dizaine d'années sur le sujet, et il faut continuer, il faut vraiment continuer, il faut que les grands groupes ouvrent leurs portes et que les PME arrêtent d'avoir peur des groupes aussi. Benjamin Sada, est-ce qu'on peut parler rapidement de Toyota? Alors je sais, on sort de l'aéronautique certes, néanmoins je sais que c'est un groupe que vous suivez un peu de près, qui a accompli quelques miracles de productivité. Alors on est encore dans l'usine du futur, sans forcément d'usine particulièrement robotisée, en tout cas moins que d'autres. Alors le point, je pense, qui est assez intéressant, c'est quand on regarde les grands groupes qui ont fait les dernières révolutions industrielles au sens de la méthodologie ou de la performance ou de la productivité, c'est souvent des groupes qui ont su garder l'humain au centre de la production, en tout cas qui le faisaient plus que leurs concurrents qui n'ont pas fait ces révolutions. Et c'est assez intéressant parce que je pense effectivement, évidemment comme tout système, l'usine pour qu'elle évolue, elle a besoin d'intelligence de tous les niveaux, l'intelligence très pratique, très pragmatique, aussi bien que de l'intelligence plus de type recherche et développement. Et si on regarde les leçons du passé, ça me confirme dans le fait que l'usine du futur verra certainement l'humain beaucoup plus qualifié d'ailleurs, présent dans l'usine pour faire progresser le produit ou la technologie que le site de production souhaite fabriquer. C'est pas du tout antithétique avec le développement de la robotisation. Aucune usine aujourd'hui ne fait de peinture ou de soudure sans robot. Et c'est évident que c'est la technologie la plus pertinente aujourd'hui pour faire ces opérations-là. Mais en revanche, on peut robotiser, mais ça n'empêche pas que, d'après moi, on verra, les grands groupes de demain auront su garder l'être humain au cœur du moyen de production. Vous le dites justement au cœur du moyen de production, quelle place leur donner concrètement? Quel va être le travail de la personne qui travaille dans une usine dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Alors là, ça dépend de l'usine, je pense. Et puis, ça dépend un peu de ce qui va se développer. On peut tout imaginer. De la petite caméra insérée dans les lunettes qui va donner des informations en direct sur les pièces, les positions des outils, au petit drone qui ira chercher la clé ou la vis qui manque ou le kit qui est tombé par terre, etc. Tout est possible. Mais je vois plutôt j'imagine en tout cas, si on veut vraiment se projeter dans le futur, des super opérateurs équipés avec tout ce qu'on peut faire pour les aider et surtout la possibilité en temps réel quelque part de signaler les améliorations, les pistes de progrès, tout ça pour aller beaucoup plus vite dans la conception des produits. Mais juste pour rajouter un mot, de toute façon, l'usine du futur, le futur des usines plutôt, ne sera que le résultat du futur des produits. Et en ce sens-là, reste que quand même, c'est la capacité à créer des produits nouveaux qui vont peut-être être de très grandes séries ou de très petites séries, comme on voit les téléphones portables, qui pouvaient imaginer qu'aujourd'hui le nombre d'acteurs dans ce secteur serait si faible. Donc en fait, maintenant, les séries de téléphones portables sont certainement beaucoup, beaucoup plus importantes que ce que c'était à l'époque. Donc c'est quand même le produit qui décidera quelque part comment s'organisera le monde industriel derrière, même si l'industriel, en retour, pourra lui aussi faire évoluer le produit.
Clémentine Gallet, vous mettez en place beaucoup de partenariats, PSA, Safran et beaucoup d'autres. Comment travaillez-vous avec ces groupes? Par exemple, quand PSA décide de faire près de Rennes une plateforme de recherche, je sais que vous les accompagnez, vous avez des préconisations, je suppose. Comment travaillez-vous avec eux? Encore une fois, c'est notre expertise qu'on apporte à chaque fois qu'on est en contact avec des besoins identifiés. Donc comment, comme disait Benjamin, comment orienter le produit? Parce que nous, on a un produit qui est, on va dire, une version aéronautique de la façon dont on peut déposer du carbone. On étudie le besoin, donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec les donneurs d'ordre et les sous-traitants de rang 1. On ne prétend pas avoir la solution tout de suite, c'est très important. On réfléchit bien avec les équipes plutôt de conception, de développement. Donc on élabore des premières solutions, on itère avec l'utilisateur final et on essaye de bien identifier le besoin et de faire émerger la meilleure solution pour répondre à ce besoin. Donc encore une fois, s'orienter vers le produit et faire en sorte que ce produit ait bien une application, un besoin qui est identifié et qu'on ne va pas taper à côté. C'est-à-dire que, notamment dans le développement de technologie, on connaît tous le travers des ingénieurs en mécanique, tu développes un super truc, et quand c'est prêt, c'est nickel, tu as dépensé des millions, le truc il est bien ficelé, en fait tu n'as pas de client. Le truc il est super, mais c'est dans ta tête qu'il est super et les autres ne le trouvent pas forcément génial. Donc voilà, cet esprit de travailler de façon rapprochée avec les acteurs et les gens qu'on identifie comme ayant un besoin, développer conjointement la meilleure solution. Et ensuite, nous, cette plateforme qu'on a ouverte avec les équipes de PSA à Rennes, c'est définitivement pour aller plus loin. Donc il va falloir leur mettre dans les pattes la première génération de machines automobiles qu'on va développer et faire les itérations qu'on a faites avec Safran d'industrialisation de cette technologie pour la rendre performante pour le produit défini. Donc c'est pas de la machine spéciale, mais c'est une forme d'industrialisation d'un concept qu'il faut de toute façon mettre dans les pattes d'un client le plus vite possible. Sinon, vous prenez le risque de continuer à développer à perte, puisqu'il ne répondra pas forcément aux besoins. C'est une sorte de lean manufacture, enfin de lean startup où le plus vite, même si c'est un proto, il faut le mettre au contact du client. J'aimerais vous entendre tous les deux sur la question de la nouvelle France industrielle. On le sait, donc 34 plans initialement définis. Il y avait l'usine du futur, il y avait la robotique de manière séparée, il y avait la nanoélectronique de manière séparée, etc. Est-ce que déjà c'était une première prise de conscience des pouvoirs publics sur l'importance de pousser un petit peu ces technos et d'encourager effectivement une transition? La prise de conscience, déjà, c'est de se rendre compte que l'industrie ne plaît pas. L'industrie ne fait pas rigoler les jeunes, l'industrie n'attire pas les jeunes. Donc, de lancer un plan sur le sujet, c'est important en termes de communication pour justement éveiller un peu l'attention de tout le monde. J'avais une discussion il y a 2 jours avec un ami qui me disait, tu prends toutes les séries qui sortent dans le monde entier, c'est toujours les hôpitaux, les profs, les machins. Il n'y a jamais une super histoire sur l'industrie, quoi. Pourtant, il y a des histoires, parce qu'il y a des familles, des groupes, enfin, on les connaît en baignant un peu dedans. Il y a jamais, l'industrie n'est jamais mise en avant. L'industrie fait peur, l'industrie c'est gris. Donc déjà qu'ils aient établi un plan qui permet de communiquer autour de l'industrie qui existe et qui fait vivre bon nombre de gens en France, c'est très important. J'étais dans les premières réunions du plan 34 pour travailler notamment sur les matériaux composites et la robotique. Définitivement, de toute façon, on peut faire que mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisqu'on connaît tous les ratios de l'industrie française. Va falloir relever le défi, là. Il est impossible de se plaindre de ce type d'initiative. De toute façon, ce n'est que positif et bénéfique. Et comme tu le disais, Clémentine, dans un secteur qui est le secteur de l'industrie, qui n'est pas toujours le secteur le plus mis en avant, ou souvent mis en avant quand ça va mal, quand il y a des fermetures de sites, etc. Moi, à la différence de ce que tu dis, quand même, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui ont envie de faire de l'industrie, mais simplement n'y trouvent pas forcément les débouchés que ce secteur est censé promettre. Pour moi, l'industrie, ça doit être un monde d'aventure. C'est des défis qui sont pas faciles. C'est des défis longs. On doit mener des projets. Il y a toujours les marges sont pas très importantes, mais les enjeux sont toujours colossaux parce qu'il y a des équipements, etc. Et puis à la fin, comme je le disais au début, et ce sera certainement le cas dans le futur, je l'espère, il y a l'humain qui intervient un peu partout. Et il y a des relations qui sont quand même
vachement plus compliqué que quand j'ai pu toucher le monde de la banque d'affaires, du consulting ou ce genre de choses, où bon, les choses sont quand même finalement assez simples. Un client, bon, c'est à peu près ce qu'il veut, et puis il y a des choses à faire. Là, dans l'industrie, c'est l'aléa et le hasard, c'est permanent en fait. Et les bons groupes industriels gèrent ça à la perfection. Ils font croire qu'ils les éliminent, mais c'est pas vrai. Ils gèrent l'aléa et le hasard parce qu'il y en a tout le temps. Et ils y arrivent à chaque fois. Et ça, c'est à chaque fois, du coup, un nouveau défi, un nouveau challenge. Donc, moi, je trouve que c'est un monde fantastique. C'est vrai que c'est intéressant que les pouvoirs publics, disons, et globalement aussi tous les industriels qui peuvent participer à ce type d'initiative, valorisent ça auprès des gens et expliquent bien, peut-être aussi, et quelque part expliquent bien disons, au grand public que c'est réellement ça qu'est l'industrie. Et donc, ce type d'initiative, au-delà de l'aspect purement financier ou qui peut avoir lieu, ça montre que il y a vraiment des défis, des challenges, et qu'on est quelque part dans une compétition mondiale et qu'on se bat chaque semaine, chaque jour pour être les meilleurs, et que toute la planète est en concurrence les uns avec les autres. Donc c'est au même moment, je suis sûr qu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui travaillent sur d'autres projets quelque part dans le monde qui pourraient demain être un sujet pour mon entreprise. Donc on ne peut pas se laisser comme ça, on ne peut pas s'arrêter, on doit systématiquement s'investir et démocratiser l'aspect challenge et défi du métier d'industriel. Je pense que c'est bien parce que ça va nous ramener plus de talents et plus de gens motivés pour prendre part à cette bataille. Avant de passer la parole au public, est-ce que vous avez en tête des modèles d'industriels ou d'usines d'ailleurs, qu'ils soient français ou internationaux, qu'ils soient dans l'aéronautique ou autres, en tout cas qui vous semblent particulièrement pertinents, bien positionnés sur cette thématique de l'usine du futur ou de l'usine actuelle? Peut-être faut-il le dire comme ça maintenant. Clémentine Gallet, peut-être d'abord. Moi, j'ai assez peu parlé de l'humain dans l'usine, mais je vois vraiment une opportunité pour la nouvelle génération à s'inscrire justement dans l'usine du futur. Quand je vois des jeunes que j'embauche qui sortent d'école, qui en 6 mois arrivent à piloter le robot, utiliser mes logiciels qui sont quand même le top du compliqué puisque ça mélange des matériaux innovants avec des outils de production. Quand je vois la vitesse à laquelle ils acquièrent ces outils, je me dis l'humain dans l'usine du futur, mais c'est nos problémos. J'en ai un qui est en train de me développer un système sur iPad pour faire de la métrologie sur le robot. On n'y avait même pas pensé en étant nous-mêmes quarantenaires. Les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui nous mettent vraiment une grosse tarte. Et c'est pas fini. Donc l'usine du futur, elle va être centrée sur l'humain parce que l'humain d'aujourd'hui n'est pas l'humain de ne serait-ce qu'il y a 20 ans et apporte des solutions, mais ultra performantes, friendly, tout ce qui va pas dans les usines et qui font qu'aujourd'hui les jeunes n'ont pas envie d'y aller. Donc ils vont apporter ces outils, ça va définitivement faire évoluer l'industrie dans le sens de quelque chose de plus attractif et définitivement plus compétitif, parce que là on parle de diminution par 3 des temps de contrôle d'un robot en métrologie. Enfin, c'est des outils industriels qui sont en plus ludiques et sympas à développer avec des smartphones et des autres objets qu'ils ont l'habitude d'avoir dans les mains tous les jours. Donc l'humain dans l'usine du futur définitivement, et il va être moteur de l'évolution des usines. Ensuite, donc là, pour ce qui était de... Ma question portait sur certains modèles industriels d'entreprise, en tout cas, qui vous semblent bien positionnés. Moi, je suis un peu germanophile, donc j'espère que je ne vais pas en vexer trop, mais c'est l'usine Volkswagen à Wolfsburg, c'est les usines Audi à Ingolstadt. Moi, je prends vraiment un plaisir à voir ces usines et la façon dont elles fonctionnent, Porsche, leur rentabilité. Enfin voilà, c'est des modèles dans lesquels... Qu'est-ce qu'elles ont plus que les autres ? Elles mettent en valeur l'humain, quoi. C'est un ouvrier chez Volkswagen, il roule en Mercedes, il est heureux, il est mis en valeur dans l'usine, il n'est pas au contact. Non, mais c'est vrai, j'ai travaillé. Je te jure, ils avaient des voitures 3 fois plus chères que les miennes. Et non, mais il se sent pas dévalorisé. Un patron d'usine en France, souvent, il a un peu honte d'aller dans l'atelier parce que bon, c'est un peu cracra. Bon, les gars, ils sont pas trop sortables. Et puis tout, l'allemand, l'ouvrier allemand est quand même valorisé et il est acteur de son futur et il propose des solutions. Et puis s'il a envie de travailler, mais c'est toujours propre par terre, c'est toujours top nickel. Bon, après, c'est clair, c'est les groupes, mais j'ai aussi vu des PME qui sont exactement dans cet esprit-là. Les usines sont clean, ça donne envie de bosser, ça donne envie de faire de la qualité, ça
ça pousse à l'excellence, quoi. Il n'y a pas photo. Si déjà on mettait propre, mais moi je suis la première, il faut déjà que je ratisse devant ma porte. Mon usine est crado, et c'est un mal français définitivement que de pas mettre vraiment l'effort sur la beauté de l'ensemble et pousser vers l'excellence. Benjamin Sada, vous me parliez d'Apple quand on préparait cette table ronde. Oui, alors je pense qu'on peut juste souligner aujourd'hui au moins les grands groupes qui n'hésitent pas à faire des révolutions complètes dans leur façon de faire, dans leur façon de produire. Clémentine, tu citais BMW i, les voitures en composite de BMW. C'est quand même, il y a plein de constructeurs dans le monde, il y a plein de constructeurs qui ont leur positionnement. Vraisemblablement, la voiture, maintenant, ça fait 1 an ou 2 que c'est sorti. Donc aujourd'hui, il n'y en a toujours pas d'autres en composite. Donc ils ont au moins fait 2 ans d'avance. C'est quand même remarquable. Bien sûr, ceux qui sont aussi fantastiques dans l'électronique, on voit une capacité à intégrer une flexibilité produit sur des temps de cycle en fait, de développement qui sont extrêmement longs. On a l'impression que les iPhones sortent tous les 2 ans ou tous les 3 ans, mais en fait ils ont des cycles de conception qui sont quasiment aussi longs que des voitures, et ils arrivent pourtant jusqu'au dernier moment à différencier de manière retardée les upgrades et les fonctionnalités des différents produits. Donc c'est remarquable de flexibilité, et je pense que c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à réagir sur la même base industrielle, à réagir à n'importe quel événement, start-up, gros groupe qui viendrait sortir une innovation, et puis hop, ils peuvent l'implémenter en cours de conception. Donc ça, c'est quand même vraiment fantastique. Et puis les autres, on va voir qui fait quoi. Et on va voir comment vont se positionner, et de quelle manière, par exemple, en automobile, les groupes vont réagir. Comment Airbus, quand même, qui sort des produits là, fantastiques avec des matières aussi complètement différentes, on va voir dans les prochaines années, ça va marcher, comment ça va marcher, est-ce que ça va mieux marcher côté Airbus que Boeing, etc. Donc c'est quand même, il se passe plein de choses aujourd'hui. Là, il y a très peu d'entreprises qui sont en train de se reposer sur leurs acquis. Au contraire, tout le monde est en train d'essayer de rentrer dans la course au développement, à l'innovation dans plein de secteurs. Et on va voir qui seront les nouveaux Apple ou les successeurs de BMW, par exemple. Merci à tous les deux. On a le temps pour quelques petites questions. Qui souhaitent poser la première? Alors on va essayer d'aller vite parce que je vois qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Allez-y, monsieur. Oui, alors, je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. Voilà, je me présente Claude Trigano. Donc je suis ingénieur-chercheur et je suis journaliste par ailleurs. Alors, moi je suis estomaqué par ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que prendre l'usine du futur comme comparaison avec l'usine actuelle, c'est tout simplement fermer la porte sur le futur, alors qu'il est en train de se passer à travers le monde des choses absolument extraordinaires, et que ce n'est que le b.a.-ba, ce n'est que le commencement de quelque chose de très grande ampleur. Alors je vais citer comme ça, pour les matériaux, je n'ai pas entendu parler de graphène, alors qu'il y a eu plus d'1 milliard d'investis par l'Europe dans ce domaine. Pour les systèmes d'automatisation, je n'ai pas entendu parler d'innovation globale, j'ai bien entendu parler d'innovation incrémentale, d'innovation par silo, etc., même si vous n'avez pas utilisé les mots. Mais l'innovation globale qui demande d'avoir une vision globale, notamment quand les marchés évoluent à une vitesse vertigineuse vers le one-to-one, c'est-à-dire de répondre à chaque demande avec des Fab Labs, etc., sauf que je n'ai pas entendu non plus traiter. D'autre part, au niveau des systèmes, les systèmes deviennent de plus en plus intelligents et ils demandent une coopération, non pas d'un côté de l'humain et de l'autre côté de la machine, demandent une coopération hybride au niveau des cerveaux, au niveau du brain. Et donc, à partir de quoi, il y a des nouvelles technologies en laboratoire qui évoluent vers, non pas de l'intelligence artificielle au sens classique du terme, mais vers de l'intelligence collective hybride, qui sont nécessaires pour l'architecture des systèmes, depuis le niveau macro, au niveau de l'ensemble du système de production intégré avec le système de distribution, avec des logiques pas seulement top-down, de partir du labo vers le marché, mais aussi bottom-up, c'est-à-dire partir des besoins des clients dont vous avez dit 2 mots, qui pourraient être intégrés en temps réel par rapport aux capacités d'offre et d'imagination et de création de ceux qui sont des laboratoires qui peuvent travailler main dans la main avec des PME. Par contre, votre discours, je comprends bien, pour une PME de production classique, puis dans un secteur aussi par ailleurs qui a tendance à ne pas évoluer très vite par rapport à l'innovation parce qu'il est obligé de valider, de consolider complètement les technologies avant de les mettre en œuvre sur ses routes de production. Alors merci de connaître votre avis sur tout cela.
Belle prise de position. Et bon courage à celui qui prend la suite. C'est moi qui ai mis les pieds dans le plat sur le fait que l'usine du futur, elle est déjà aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Je fais référence au fait qu'on a 4 fois moins de robots qu'en Allemagne et que si déjà on utilisait les robots tels qu'ils sont disponibles et utilisables en l'état avec très peu de développement, on apporterait énormément de compétitivité à notre industrie. Bon, et donc, en l'état actuel des choses, l'usine du futur, c'est d'abord moderniser notre outil de production avec ce qui existe aujourd'hui. Après, on peut se projeter dans le futur. J'entends bien tous vos arguments et je suis complètement d'accord avec vous. Donc, je n'ai pas parlé de cobotique, naturellement. J'ai parlé, par contre, de l'usine globale. Moi, je suis totalement dedans. Enfin, aujourd'hui, mes robots sont une partie infime d'une ligne de production. Si vous visitez les usines du Havre, de Safran, il y a un flux continu de produits qui est pour moi déjà un stade assez avancé d'intégration et de globalisation, on va dire, d'un outil de production optimisé. J'ai vu des choses chez Boeing qui sont encore plus avancées, naturellement. L'intégration des usines et la façon dont on peut faire évoluer les flux et l'optimisation des surfaces, on est en plein dedans. Ça va évoluer, ça va très certainement évoluer, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des outils qui existent, mais ils vont progresser, notamment avec l'utilisation des big data et toute l'analyse en ligne qu'on peut faire d'une chaîne de production. Je me rends bien compte que les flux vont être optimisés et la compétitivité des usines va aller de pair. Le brain partagé avec les robots, par contre, là, va falloir que vous m'expliquiez parce que je ne vois pas trop le concept, mais je vais essayer de couper le cerveau de mes ingénieurs en deux pour le remettre dans le robot. Mais enfin, déjà, les robots ont besoin d'évoluer. Les commandes numériques des robots sont rendues à un stade où elles ne sont pas satisfaisantes. Nous, on a vraiment des soucis avec les commandes numériques et on les fait évoluer. Aller au-delà, c'est probablement... Enfin, c'est probablement mettre des êtres humains dans la commande numérique, ou je ne vois pas trop. Mais le cerveau du robot, je vois bien. Donc, bon, il y a certainement encore beaucoup d'évolutions à venir. Je dis simplement que le constat est fait aujourd'hui, qu'on a déjà du retard. Avant de parler du futur, on va combler le retard. En fait, c'était ça mon idée. Une deuxième et déjà dernière question. Oui, moi je me posais la question, vous associez par exemple du titane avec des matériaux composites, comment ça se passe en fin de vie pour récupérer les matériaux pour pouvoir les recycler? Alors, sur la question de la fin de vie des produits, c'est vrai que dans le thème du débat de l'usine du futur, c'est réellement un sujet aujourd'hui dont qu'on ne peut pas laisser de côté quand on démarre une conception dès le départ. Et on doit prévoir les moyens de production dès le départ aussi, voilà, un peu comme dans l'usine du futur aussi, qui permettront de récupérer ces pièces-là. Après, sur la fin de vie du produit, il y a l'existant et ce qu'on développe. Ce qu'on développe, nous, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, quelque part, c'est déjà un plus. Et en même temps qu'on a développé les procédés de fabrication des pièces, on a développé les procédés de fabrication du recyclage de nos propres pièces. Donc, à ce jour, notre parc installé est encore petit. On démarre. Mais bientôt, quand notre parc sera plus grand et que la problématique du recyclage des sièges se posera, nous serons prêts, puisque nous le sommes déjà. Et en plus, il y aura quelques surprises. Voilà. Mais ça se passera, je pense, très bien. Merci à tous les deux pour cette table ronde. Je sais que vous avez encore de nombreuses questions. N'hésitez pas à venir les poser peut-être de manière un petit peu plus informelle. Rendez-vous à 14h. D'ici là, c'est la pause déjeuner. Merci beaucoup. À tout à l'heure.